Qui a fait ça? Quel est le stagiaire qui a calé l'équipe titulaire et à côté l'équipe titulaire? On n'a pas les remplaçants. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief de ce match amical assez iconique entre le Brésil et la France qui a eu lieu jeudi soir, la victoire de l'équipe de France 2-1 face à des Brésiliens qu'on n'avait pas vu jouer depuis très longtemps pour ma part. Le Brésil de Carlo Ancelotti, pour le coup, j'avais pas encore vu un seul match d'eux. Et donc voilà, je voulais revenir sur ce match, voir un petit peu où en étaient les états de forme du Brésil et de la France aussi, hein, à quelques mois de la Coupe du Monde, là, on s'en rapproche vraiment. Et ouais, ce match était plutôt intéressant. Victoire de l'équipe de France, donc 2-1, et ouais, j'ai titré la démonstration. Parce que ouais, il y a eu une première mi-temps qui est probablement une des meilleures premières mi-temps que j'ai vues sous l'ère Deschamps. Et donc voilà, ça, je me suis dit, ouais, ça vaut une vidéo, et je voulais vous montrer ça et en parler avec vous, avoir vos avis dans les commentaires. On est chill, c'est la trêve, installez-vous bien, on est là pour quoi? Une vingtaine de minutes. Bref, on perd pas plus de temps, c'est parti. Au niveau des compos, alors ouais, bon déjà, ce match m'a fait, ce match m'a fait quand même rigoler, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais bon, déjà, je vois les images, je vois les couleurs, je me dis: «Tiens, waouh, les couleurs, il se passe un truc, il y a un truc étrange quand même là». J'avais l'impression de mater un match des années 80, je sais pas si ça fait ça aussi? Et puis derrière, donc je commence à voir ça, je me dis: «Ah, c'est un peu bizarre, c'est quoi? C'est mon stream qui déconne, j'arrive pas à voir les bonnes couleurs». Et puis là, il y a les compos qui sortent et là je fais: «Ah ouais, non d'accord, OK, il y a un délire, vintage dans la réal». C'est assez fou de voir ça. Bon, donc au niveau de la compo du Brésil, on a, Bremer qu'on connaît bien de la Juve, Wesley de la Roma, Pereira, j'avoue je connais pas, Santos, Dos Santos, je sais pas qui c'est non plus, je connaissais pas. Martinelli titulaire, OK, Casemiro, Andrei Santos, bon carrément. Rafinha, Cunha et puis Vini. Et puis du coup après je me dis: «Tiens, bah, ça m'intéresse quand même de connaître un peu le banc du Brésil». Et là je vois ça, et je me dis: «Ah mais» alors au début je lis le premier nom, je dis: «Waouh!» je dis: «Oh, ils ont 2 Ederson au Brésil?» Après je descends comme un bouffon, je capte même pas direct, je fais: «Bah, attends, mais il y a aussi 2 Casemiro, c'est un c'est un délire». Et puis après bon, au bout d'un moment je percute, je fais: «Ah putain, alors c'est quoi?» Qui a fait ça? Quel est le stagiaire qui a calé l'équipe titulaire et à côté l'équipe titulaire? On n'a pas les remplaçants. OK, OK, pourquoi pas. Et derrière, ben, c'est la même pour l'équipe de France. Donc au niveau de la compo, on a Saliba qui était pas là, donc il y avait du Konaté. Malo Gusto qui supplée aussi Koundé pendant son absence. Tchouaméni Rabiot, double pivot de Tchouaméni Rabiot. J'ai l'impression que ça faisait longtemps. En tout cas, il y a déjà eu ce milieu-là, mais il y avait toujours un troisième milieu travailleur avec. Là, on a juste Tchouaméni et Rabiot. Le retour de Théo, ouais, j'avais beaucoup aimé Lucas Digne lors du dernier rassemblement, mais malheureusement, depuis Lucas Digne, j'ai l'impression qu'il a plus trop de temps de jeu à Aston Villa, qu'il est plus le titulaire du poste, donc ouais, compliqué de conserver sa place. Donc c'est Théo qui reprend le flanc gauche. Et Ekitike à gauche, petite surprise, on s'attendait peut-être à Doué. Mbappé annoncé en pointe, on verra que c'était pas forcément totalement ça. Et Dembélé à droite. Franchement, la compo, ouais, Olysée, Dembélé, Mbappé et Ekitike, waouh, ça vend du rêve déjà. Donc, premier point que je voulais aborder, et c'est un point que je répète à chaque fois que je fais une vidéo sur l'équipe de France, c'est que ouais, en fait, ça fait encore un match de plus que je vois des Bleus où l'équipe de France est une équipe moderne. Ça va faire 1 an là que ça y est, Deschamps, il a lâché du lest dans sa rigidité tactique, et on voit de la modernité et ça fait plaisir. On voit cette modernité déjà sur une chose, la première c'est qu'on a des fois Tchouaméni qui vient s'intercaler comme ça entre Konaté et Upamecano ici, pour dicter le jeu, et ça, c'est pas forcément du made in Deschamps. Deschamps, très souvent, les joueurs restent à leur poste, les centraux sont à la relance et sont les joueurs les plus bas sur le terrain. Là, non, on a un petit Tchouaméni qui s'intercale, ça fait plaisir. La deuxième chose qui fait plaisir, c'est qu'on a Gusto qui joue plus haut qu'Olysée, et ça, c'est pareil, voir le latéral ici, la former, la ligne de 3, 4, 5, potentiellement des couloirs guardioliens, ça fait plaisir de voir ça. Donc voilà, des petits éléments comme ça qui montrent que, ok, l'équipe de France a un système tactique moderne. Ensuite, c'est pareil, au niveau du pressing. Alors là, bon, j'ai ma grosse tête qui cache tout là, j'ai pas géré là. Mais bref, vous avez compris, il y a 4 mecs là. Il y en a un qui est caché derrière ma tête, et puis il y en a 2 devant.
Et regardez, les Brésiliens, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, et puis il y en a 2 excentrés ici. Donc en gros, l'équipe de France dit: «Ouais les gars, vous voulez aller côté, il y a pas de problème, mais par contre relancer dans l'axe, vous oubliez direct». Ce pressing-là, il va payer en fait, hein, assez directement puisque au bout de 14 minutes, on va avoir cette relance d'Ederson ici. Olysée parfaitement placé qui coupe la ligne de passe ici, de ce côté-là et qui coupe la ligne de passe pour qu'il puisse potentiellement remettre trop facilement vers son gardien. Il y a une passe qui est possible ici, mais il y a un joueur français, encore une fois, caché derrière ma tête. Donc la passe est pas si évidente et au final, du coup, le joueur, Riverde va remettre à son gardien et les Français qui ne lâchent pas cette bonne phase de pressing. Et là, regardez, là, pour le coup, j'ai pensé à réduire l'image pour que ma tête, cache rien. Et ben, on a, Ederson qui est là et honnêtement, bah, là, c'est point d'interrogation, quoi. Là, il doit faire la passe à qui, là? Je sais pas. Alors, les Brésiliens étaient en mode, quoi qu'il arrive, on se laisse pas faire, on va chercher les joueurs dans les pieds. Mais là, franchement, je vois pas trop qui tu vas chercher, hein. Il y a la passe là, elle a l'air dure, et puis il y a ce joueur-là ici. Donc ouais, très bonne coordination dans le pressing de la part des Français. Et il va tenter la passe difficile, sauf que ouais, Tchouaméni, c'est ça, hein, l'intérêt de faire des courses courbées, c'est que à la fois il marquait ce joueur-là, mais il était prêt à jaillir si la passe était donnée ici vers celui-ci. Et il va intercepter et en une touche de balle, il va remettre directement pour Ekitike. Ekitike qui lui aussi en une touche de balle va remettre pour Olysée. Et ensuite, ça va rien donner, parce qu'Olysée, je sais plus, va perdre le ballon, va tirer à côté, je me souviens plus. Mais voilà, pour montrer que le pressing déjà a généré une récupération haute et que ça aurait pu être hyper dangereux, même si ça l'a pas été au final. Un peu plus tard, ben ouais, pour montrer que voilà, 24e minute, c'est pas un truc, de juste début de match, mettre la pression, non, ça se reproduisait souvent et là c'est pareil. Le Brésilien, franchement, vous voulez qu'il la donne à qui? Je ne sais pas, mais les Français sont plutôt très bien placés. Joga bonito et agresivo. Ouais, le Joga Bonito, il était pas spécialement côté brésilien ce soir, même s'il y a eu des bonnes petites séquences aussi de leur côté, hein. On va pas tout enlever, voilà, hein, j'ai dit la démonstration parce que ouais, le projet collectif de l'équipe de France est nettement au-dessus. Mais les Brésiliens, voilà, ils ont montré quand même quelques petites belles choses pendant le match. Mais ouais, et Joga Bonito et Agressivo aussi, parce que j'ai trouvé que les Français ont vraiment dominé le match techniquement, mais aussi athlétiquement. C'était vraiment impressionnant. Alors déjà, bon, ben, au niveau Joga Bonito, on a vu des sorties de balles assez incroyables. Alors là, ici, les Français qui ressortent côté. La passe ensuite progressive pour, je sais plus qui, ça doit être Olysée qui s'est projeté ici. Là, il tente la passe vers Mbappé. Ça va être intercepté. Et là, bah, on le voit, ouais, il y a la modernité. C'est pas une équipe frileuse parce qu'il y a du gros contre-pressing. Et là, ici, Leto, il va se refermer complètement sur les Brésiliens qui essayent de repartir un peu trop vite sur cette attaque. Avec cette passe ici. Et Chouameni qui déboule. La ligne de passe va être coupée. C'est récupéré par Chouameni magnifiquement. Et derrière, ben, ça tombe sur Dembélé qui envoie une passe décisive. Mais alors, mais wow, celle-là, celle-là, il va falloir la considérer dans les passes les plus parfaitement dosées qu'on ait vues en 2026 là. Parfaitement dans la course de Kylian, finition magnifique d'Mbappé. Donc ouais, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans l'animation, on a Ekitike à gauche, mais en fait, il y a beaucoup de permutations avec Mbappé. En fait, les deux pendant tout le match, ils vont alterner, voire parfois ils vont jouer tous les deux en pointe avec une animation en 4-4-2. Et ouais, ça a très très bien fonctionné. On sent que le QI foot là, du quatuor offensif qu'il y avait hier soir, c'est quelque chose. Magnifique finition, 1-0 pour l'équipe de France. Derrière à la 33e minute, donc là on est quoi? On est 2 minutes après le but, il va y avoir cette séquence magnifique avec Théo Hernandez qui ressort sur Ekitike, Olysée qui fait la course pour embarquer le joueur Riverde ici, Ekitike, La Vista, remise en talonnade pour Théo Hernandez qui a croisé avec Olysée et qui va dans la zone libre, libéré par l'appel d'Olysée. Magnifique. Théo Hernandez qui récupère le ballon ici, qui oriente dernier moment pour je sais plus qui ici. Alors je sais plus quel joueur c'était, peut-être Dembélé. Et derrière, on voit qu'il y a toute l'équipe qui se projette. Ça fait très mal en transition, cette équipe, elle peut faire très mal et elle choisit de le faire, clairement. Ça revient ensuite dans les pieds d'Olysée qui a poursuivi sa course, qui s'arrête, qui décale Théo Hernandez, qui va frapper à côté. Magnifique sortie de balle, magnifique transition, quasiment que du jeu en une touche de balle.
Ouais, une équipe qui fait plaisir à regarder. Derrière, on a encore du jeu combiné avec Olysée qui remet pour Tchouaméni, Tchouaméni qui remet pour Dembélé en une touche, Dembélé qui remet pour Upamecano en une touche, Upamecano qui lance, Malo Gusto côté droit, Malo Gusto qui revient sur Dembélé, Malo Gusto qui donne à Tchouaméni et là Tchouaméni, alors Tchouaméni, on va en reparler plus tard, hein, mais il a fait un match et là ici sur ce ballon, superbe appel d'Olysée qui va enlever de la zone le défenseur Oriverde et grâce à ça, toute cette zone-là se retrouve libre pour, je crois que c'est Hugo, je crois que c'est Ekitike. Et là en une touche, Tchouaméni la remet pour Dembélé il me semble, et Dembélé qui va frapper à côté. Encore une fois, très belle action des Français, on était à la 36e. Ça fait 3 actions assez masterclass dans la construction en 6 minutes. Ouais, c'est très propre. 42e, le Joga Bonito continue toujours. Ici, c'est Tchouaméni qui va donner à Olysée. Olysée qui élimine, super crochet, qui part dans l'espace libre. Olysée qui oriente ensuite le jeu vers la droite, mais qui poursuit sa course. On se retrouve totalement à droite avec Malo Gusto qui va avoir le ballon, qui va échanger avec Dembélé. Et Dembélé qui la met encore à Olysée. Et là, voilà, le talent pur. 2 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas grave, Olysée, il voit tout. Son appel parfait pour se dégager de l'espace. Et derrière, la remise pour Mbappé, parfaite. Et Mbappé qui rate sa frappe, qui met au-dessus. Ouais, l'équipe de France, on voit des choses qui n'existaient pas pendant 9 dixièmes de l'ère des champs. Honnêtement, ça fait trop plaisir et ça donne vraiment très hâte d'être à la Coupe du Monde, là, de voir ces joueurs combinés, sachant qu'on voit qu'il y a même, on a du Cherki sur le banc, on a du Barcola qui était absent, on a du Doué sur le banc. C'est... Non, le réservoir de talent offensif, il est juste incroyable. Derrière, c'est le deuxième but, donc l'équipe de France est passée à 10. Et ce deuxième but, ce qui est marrant, c'est que c'est comme le premier en fait. Il vient d'un contre-pressing à la base. Contre-pressing ici dans cette zone où les Français viennent de perdre le ballon. C'est récupéré et là, la qualité des combinaisons en une touche de balle encore, assez incroyable. Première passe ici. Bon, alors là, par contre, sur cette action, je me souviens plus qui est qui là, je vous avoue. Je suis désolé, vous me direz dans les commentaires, au pire, si vous avez la chaîne dans l'ordre des joueurs qui ont touché le ballon. Mais là, je l'ai plus là. Donc cette passe ici, en une touche, la remise en une touche, et le jeu pour l'homme libre à chaque fois. Et là, la magnifique passe, alors là, il me semble que c'est Dembélé quand même, qui va remettre pour Ekitike. Magnifique passe en une touche de Dembélé, toute petite passe tranquille, qui élimine juste le joueur adverse ici, et qui donne à Ekitike l'espace nécessaire. Ekitike, une touche qui met pour Mbappé dans la profondeur. Mbappé, une touche qui met pour Olysée. Olysée qui conduit le ballon. Magnifique passe décisive pour Ekitike. Finition parfaite d'Ekitike. Il commence à maîtriser là, hein, cette espèce de petit pointu extérieur là. Il l'avait déjà fait avec Liverpool là, il y a pas longtemps. Je me souviens plus dans quel match. Mais ouais, donc voilà. 4 à 5 actions de très grande classe menées par les Bleus de leur camp jusqu'à la surface adverse dans ce match. Ouais, les Brésiliens, défensivement, pas au niveau pour contenir la puissance et la vitesse française sur les transitions. Et puis bon, j'ai dit Joga Bonito et Agresivo. Ben ouais, on a vu des duels qui font plaisir, qui font toujours plaisir. Là, ici, on a vu Théo Hernandez manger complètement Vinicius, lui prendre le ballon comme un enfant, hop là, et repartir avec. Et on a vu le tank Konaté. Konaté qui a pas fait un mauvais match, hein. Franchement, Konaté qui a pas fait un mauvais match dans l'ensemble. Balle au pied, pas si dingue que ça, mais par contre, défensivement, dans les actions défensives, ouais, solide, très solide. Là, ici, on le voit complètement bouger Joao Pedro. Il a limite mis au sol à l'épaule. Et en plus, il obtient le 6 mètres derrière. Ouais, il y a plein de raisons d'être optimiste pour cette équipe de France au mondial. Honnêtement, là, on voit vraiment de belles choses. Point suivant, Upamecano égale Pacho. Ouais, parce que bon, on a parlé que du positif jusqu'ici, mais il y a quand même des failles. Il y a quand même des failles, comme dans toutes les équipes. Et l'une d'elles, elle fait beaucoup penser à la faille du PSG, à la faille Pacho. Parce qu'Upamecano, il a exactement les mêmes qualités, et il a aussi les mêmes défauts, bon, même si c'est des défauts compliqués à corriger, vu que ça fait aussi partie de ton plan de jeu. Mais là, ici, par exemple, il va être trop ambitieux dans sa passe. Comme la défense n'est pas du tout alignée, ce genre de perte de balle, c'est hyper dangereux. Et à partir du moment où il perd ce ballon, vous voyez que là, il y a des boulevards partout. Et en plus de ça, généralement, quand il perd un ballon, il a tendance à garder les yeux rivés sur le ballon plutôt que sur l'espace et à se jeter sur tout ce qui bouge.
et ça peut ouvrir des boulevards. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Je vous ai mis plusieurs situations où ça va arriver. Ça, c'est la première. Donc là, ben ouais, là, il se retrouve éliminé, et là, il y a un boulevard dans cette zone, et le Brésilien qui va très bien la mettre. Mais il va y avoir je sais plus qui c'est qui était ici là, mais il va complètement rater son contrôle et toute la défense va revenir. Mais ça, c'est une action qui peut potentiellement conduire à un 1v1 contre le gardien, parce qu'Upamecano a pris trop de risques et est sorti trop haut derrière. L'autre fois, il va refaire ça, c'est un peu plus tard, 43e minute. Il récupère un ballon et puis il veut se précipiter. On sait pas pourquoi. Là, il y a une passe simple à mettre là. Une passe ici, là, espace libre pour Théo, tranquille. Non, il veut aller chercher tout de suite devant. C'est intercepté directement. Du coup, lui, il est éliminé parce qu'il est beaucoup trop haut. Là, il y a 3 joueurs français qui sont au même endroit. La défense est complètement désorganisée. Ça repart très vite en une touche de balle. Tac, la remise. Upamecano qui continue de chasser et qui continue de pas couvrir l'espace dans son dos. Et du coup, ben, bim, il y a des joueurs lancés dans le dos. Et là, c'est pareil. Lui aussi, il va foirer son contrôle. Toute la défense va revenir. Mais encore une fois, les montées d'Upamecano, ça a tendance à vouloir tout le temps presser, chasser les joueurs placés devant lui. Ça peut ouvrir des petits boulevards dans le dos. Ouais, voilà. Bon, derrière, le contrôle est tellement raté que la situation, elle donne ça derrière. Et puis ben au final, ce qu'on avait vu, les 2 petites alertes qu'il y avait eu en première mi-temps, c'est ce qui va donner lieu au carton rouge. Donc pareil, là ici, il va se faire embarquer, il va suivre, je crois que c'est Cunha. Il se fait embarquer, il y a un joueur qui fait un appel ici, un joueur du Brésil qui fait un appel depuis ici pour aller chercher le couloir, et Upamecano se fait embarquer par son joueur. Il continue de se laisser embarquer dans le piège au Riverde. La zone qui se libère est de plus en plus grande. Et puis au final, là, quand il y a la passe en retrait pour le joueur libre, eh ben, il y a appel contre appel du joueur brésilien ici. Upamecano il suit pas, il plante les appuis du mauvais côté, et hop, le joueur est lancé et il a un boulevard d'avance. Et derrière, Upamecano se retrouve comme ça. Il y a toute cette zone qui est libre. Là, s'il touche le ballon, qui centre au deuxième poteau, il y a de grandes chances que ce soit but. Et donc, il va faire faute. Et de mon point de vue, c'est assez logiquement qu'il prend rouge. On voit clairement là sur ce ralenti qu'il est bien le dernier défenseur. Et surtout, la situation, elle est abusée. Là, il y a un 2 contre 1 dans cette zone. Ouais, non, ça pour moi, c'est clairement un anéantissement d'une action de but. Donc pour moi, c'est un rouge. Totalement logique. Donc voilà, attention, Upamecano, mais honnêtement, je vois pas trop d'autres bémols dans ce match-là. Et au-delà de ça, au-delà de ces erreurs positionnelles d'Upamecano, défensivement, il a fait un très gros match. Il a été très bon dans ses interventions défensives et dans son pressing, et balle au pied à la relance, à part les 2 erreurs que j'ai montrées. Tout le reste, il a été vraiment très propre. Donc ça reste quand même un point positif, même si voilà, faudra corriger ça. Et on termine par 2 joueurs, les 2 joueurs desquels j'avais envie de parler sur ce match. Les intouchables. Ouais, j'ai encore mis, ma grosse tête devant celle d'Olysée, mais vous l'avez reconnu. Ouais, Olysée s'est enfoncé une porte ouverte, de dire, que c'est, un intouchable. Le match qu'il fait ce soir-là, c'est c'est trop, c'est trop. Chaque touche de balle, chaque contrôle, chaque orientation, chaque décision, c'est la bonne. Il voit tout, il fait tout plus vite que tout le monde. Techniquement, ça bouge pas, il a dû rater 3 passes dans le match. Il perd quasiment aucun ballon. Il est dans toutes les zones. Il est au pressing défensif. Il est au milieu du terrain pour sortir le ballon. Il est devant pour frapper, pour passer. C'est une machine hallucinante. Et ouais, je suis pas loin de me dire que c'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe. C'est fou de dire ça. Quand t'as du Mbappé, quand t'as du Dembélé, mais il est peut-être le joueur le plus fort de cette équipe. De l'autre côté, on a un joueur qui est en train de faire une montée en puissance depuis 1 mois et demi là. C'est très très grave. À la base, j'avais commencé à préparer l'analyse tactique de Real Madrid-Atlético Madrid. Mais finalement, j'ai switché sur Brésil-France. Mais mon point principal de cette analyse, c'était Tchouaméni est monstrueux en ce moment. Vraiment monstrueux. Il est d'une justesse technique en ce moment qui est aberrante. Dans ce match-là, il rate 2 passes pendant tout le match. Alors il sort à la 57e. Il rate 2 passes. Il fait une passe clé. Il récupère des ballons hauts. Il oriente. Il se place tellement bien. Il dirige toute la défense. Il place les joueurs sur les phases défensives. Il contrôle si on est en bloc médian, en bloc bas. Il est vraiment patron. Et on le voit avec le Real Madrid sur tous les derniers matchs aussi. Il a été taille patron contre l'Atlético Madrid. Il a fait des passes mais incroyables.
Vous avez peut-être en tête aussi sa passe décisive contre Manchester City pour Vini. Petit coup d'œil sur le côté, clac, ensuite il cale le centre, parfait pour Vini qui met le but du 2-1 au match retour contre City. Ouais, on a un très très grand Tchouaméni. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut tout changer au mondial, parce qu'on a tendance à dire, ouais, bon, le milieu de la France, c'est un peu le secteur qui est dépourvu. Mais en fait, si on a un Tchouaméni à ce niveau-là, ça devient même plus un secteur dépourvu. Alors pareil, je ne l'ai pas mis dans les intouchables ou quoi, mais j'ai beaucoup aimé aussi le match de Rabiot. Rabiot a été vraiment très complémentaire avec Tchouaméni, en se projetant un petit peu plus, en proposant aussi plus d'appels directement dans la surface. Et surtout, c'est un joueur propre qui fait pas d'erreur, il est fiable. Et quand tu as des monstres individuels comme Olysée, Dembélé, Mbappé, Barcola, Ekitike, etc., en fait, tu as juste envie d'avoir une base solide. Il n'y a pas besoin de plus de créativité que ça. Et maintenant que Deschamps accepte de jouer avec uniquement 2 milieux, on va dire, de l'ombre, plutôt que 3 comme il le faisait souvent avant, ben, l'équipe de France, elle est vraiment terrifiante. Alors après, bon, en face, c'était entre guillemets que le Brésil, une sélection dont on a beaucoup de mal à évaluer le niveau. Et il faudra voir contre de plus grosses équipes si Deschamps reconduit des systèmes aussi ambitieux. Mais mon point de vue, c'est qu'il le fera. Il le fera parce que c'est sa dernière grande compétition. Il a compris qu'il y avait un QI foot incroyable dans cette équipe et qu'il pouvait lâcher du lest sur ses compos défensives. Et je pense vraiment qu'on ne reverra pas du Tchouaméni, Rabiot plus Kanté ou Tchouaméni, Rabiot plus je ne sais qui, j'allais dire Tolisso, mais non, il est tricard. Enfin bref, vous avez compris. Et ouais, top performance de ces deux joueurs et très content pour Aurélien, Aurélien qui reste quand même un de mes chouchous monégasques. Voilà, c'est tout pour cette petite analyse de Brésil-France, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aussi vous avez vu dans ce match, comment vous le sentez pour le mondial, est-ce que vous pensez que la France fait partie du top 3 des favoris, ou est-ce que au final vous mettez des équipes comme l'Espagne, le Portugal peut-être, et peut-être l'Argentine aussi devant. Voilà, bref, discutons de tout ça dans les commentaires, un peu sujet libre. Et puis pareil, s'il y a des connaisseurs de l'équipe du Brésil qui passent dans les commentaires, dites-nous aussi un petit peu où elle en est cette équipe. Par exemple, là moi je m'attendais ce soir à voir Joao Pedro titulaire, il l'est pas. Que donne ce Brésil d'Ancelotti? Est-ce qu'il y a du mieux par rapport au sélectionneur président? Et est-ce que vous êtes confiant pour ce mondial qui s'annonce? Ou est-ce que vous craignez le flop? Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche pour l'émission dans laquelle on reviendra un petit peu aussi sur cette semaine internationale. Et si c'est pas dimanche, je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Encore merci pour tout le soutien. Ciao.